Je pense que cela peut être justifié d'une certaine manière. Cela voudrait dire que les problèmes africains sont récurrents. Mais malheureusement aussi, cela voudrait dire qu'on n'arrive pas à les résoudre. Donc, on peut penser que si on n'arrive pas à les résoudre, c'est qu'on les aborde soit d'un mauvais abord, ou alors qu'on ne pense pas avoir des solutions adaptées. Est-ce à dire que aujourd'hui, le virage qui est engagé dans le cadre de l'intégration du continent est finalement la meilleure voie? Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. En tout cas, le projet minimum d'intégration qui a été élaboré en 2009 reprend de manière générale ces différents projets en les synthétisant et surtout en les classifiant en ordre de priorité. Voilà. Justement, parlant de cet aspect du PMI, je voudrais savoir la différence donc qui existe entre le traité d'Abuja et le PMI, en même temps le NEPAD, serait lequel? Parce que vous remarquez dans votre ouvrage, d'après vous, que ce seraient deux programmes complémentaires, à savoir le PMI et le NEPAD. Oui. Alors, le PMI reprend en rénovant le projet du traité d'Abuja, de l'intégration dans le domaine économique. Le NEPAD va aller plus en détail. En mettant en place des moyens opérationnels. C'est-à-dire, par exemple, dans le NEPAD, il est prévu l'apport de la diaspora, par exemple, chose qu'on ne voit pas dans le programme minimum d'intégration. Dans le NEPAD, il est prévu, par exemple, le recours aux investisseurs étrangers, etc., etc. En tout cas, on a les moyens opérationnels. On peut être d'accord avec ces moyens-là ou pas, mais en tout cas, ils sont prévus. J'y trouve une sorte de complémentarité, dans la mesure où nous avons un instrument juridique purement technique qui est établi, élaboré avec un calendrier précis. Bien précis. Le PMI. Et de l'autre, nous avons un programme politique qui finalement donne au projet juridique la connotation politique qui lui est nécessaire. Aussi bien pour mettre à disposition les moyens opérationnels que pour pouvoir rendre son accomplissement flexible ou alors pouvoir avoir une sorte de secrétariat de gestion. Voilà, de l'accomplissement de ces projets-là. D'accord. À la page 407 de votre livre, vous écrivez ceci: progressivement, l'idée de la mise en œuvre d'un processus africain unique est en train de céder à la multiplication de plusieurs systèmes régionaux autonomes. Il y a là une dénaturation de l'approche instaurée par le traité d'Abuja. Elle s'opère à un double niveau. Tout d'abord, la contrariété des systèmes régionaux entre eux, et ensuite leur contrariété avec la stratégie d'ensemble élaborée à l'échelon continental. Dès lors, la primauté du traité d'Abuja s'effondre dans la pratique en même temps que l'approche convenue par les États partis. Néanmoins, le cadre de coordination du processus africain offre à penser que les CER sont placés dans une situation de subordination à l'organisation continentale. Même si soutenir une telle idée serait un petit peu inexact. Alors ici, vous êtes pour l'amorce de la construction d'un système africain. Je ne suis pas pour l'amorce de la construction. Je fais le constat. Vous faites le constat. Je fais le constat. Je fais le constat que, avec un processus aussi élaboré, chapeauté par l'Union africaine, nous avons, tout au moins du point de vue conceptuel, l'amorce de la construction d'un système africain. D'accord? Alors, pourquoi l'amorce? Parce qu'une fois de plus, vous voyez bien dans le passage que vous venez de lire, je fais allusion à la multiplication de plusieurs systèmes régionaux. Tout à fait. D'accord? Qui se font concurrence. Oui. Qui se font concurrence. Et l'idée de l'amorce du processus provient du fait que, si vous voulez, le rôle de coordination que joue l'Union africaine permet aujourd'hui, à partir de ces systèmes divergents, de converger vers un seul système. Dans la mesure où on a le sentiment que, dans la pratique, il y a une subordination qui n'est pas implacable. On peut contester à plusieurs égards. Il y a une subordination des différents autres systèmes au système de l'Union africaine. Alors, pour conforter cette idée, je prendrai l'exemple d'un protocole qui a été signé en 1998 entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Protocole qui a été signé par tous les États
à l'exception près de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Oui. Alors, donc, ce protocole permet aujourd'hui d'avoir des rapports juridiques établis entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales, chose qui n'était pas possible autrement. Auparavant. Autrement, Oui. puisqu'en réalité, on a des systèmes régionaux autonomes. Oui. Parce que chaque système est régi par un traité international autonome. Ce qui veut dire que le droit de chaque système possède de son traité constitutif. Il serait inexact de penser que le droit de la CEAC serait celui de l'Union africaine. Vous voyez? Ouais. Donc, il n'y a que ce protocole qui permet d'avoir, si vous voulez, une sorte de couloir de transmission entre les deux systèmes, Tout à fait. avec une subordination concédée, tant bien que mal, à l'Union africaine. D'accord. Les évolutions du régionalisme africain ou le fonctionnement des communautés économiques régionales, un livre que vous avez publié récemment chez l'Harmattan. On va vous dire merci beaucoup d'être venu, Augustin Tchouaméni, et surtout bon retour à vous en France. Merci beaucoup. Et bonne continuation dans tous vos projets. Je vous remercie. Merci surtout à vous de nous avoir suivis durant ces 26 minutes de Voxbooks. On se quitte comme traditionnellement avec un livre actuellement disponible en librairie. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre livre et un autre auteur. Au revoir. La mort d'un handicapé. Du jour au lendemain, Lopi, jeune photographe, perd la vue. Et pour lui, c'est le début d'un long cauchemar, car il va rapidement comprendre que son corps vieillit à une vitesse démesurée. En quelques jours, le jeune homme va tout perdre, même sa petite amie qui lui vole tous ses biens. Une descente en enfer implacable, d'autant plus terrifiante qu'inexpliquée. L'auteur nous fait vivre cette lente agonie avec, entre autres, l'isolement, la paralysie, la manipulation et l'impuissance. Alliant horreur psychologique et dégradation physique, une tragédie bouleversante qui laisse sans voix. La mort d'un handicapé d'Hilaire Backup, disponible chez mon petit éditeur. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.